L'histoire de la sorcellerie. La dernière sorcière d'Europe et les sorcières dans la fiction. Partons sur les traces d'Anna Guldin. Regarde la vidéo suivante. Elle dure environ 10 minutes. Difficile d'y échapper ces jours-ci, le 7e et dernier volume des aventures de Harry Potter en français déboule dans toutes les librairies. Pourtant, n'en déplaise à l'envahissant Harry, question sorcellerie et chasse aux sorcières, en Suisse, on en connaît aussi un rayon. Lisa Nada a retrouvé quelques-unes de ces sorcières bien de chez nous. Dans les tréfonds des archives cantonales vaudoises, on trouve les plus anciens recueils de procès en sorcellerie. Des documents qui remontent au début du XVe siècle. Martine Ostorero étudie depuis une quinzaine d'années l'histoire de la sorcellerie. Elle travaille à l'université de Lausanne et géographiquement, ça tombe très bien. En Suisse romande au sens large aussi, dans tout l'arc lémanique du Dauphiné jusqu'au Val d'Ost, en passant bien sûr par la Suisse romande. C'est vraiment dans cette région qu'on trouve les premières chasses aux sorcières. Tous les événements un peu incroyables qui arrivent ont besoin d'une explication. Et l'accusation, le fait qu'on pense que ce sont des sorcières qui auraient peut-être empoisonné ou jeté un sort, est pour la population une explication plausible. Donc on va trouver un bouc émissaire pour ensuite réaffirmer une cohésion sociale. Ces chasses aux sorcières ont quand même fait une centaine de milliers de morts à travers l'Europe. Et là aussi, la Suisse est bien placée. La Suisse a payé un fort tribut à la sorcellerie. On évalue à environ 1/10 du nombre total de persécutions en Europe qui auraient eu lieu en Suisse. On a à la fois les premiers cas autour de 1420 en Suisse romande et les derniers avec le cas d'Anna Guldin à Glaris. « 1782, en pleine époque des Lumières. La chasse aux sorcières, c'est fini depuis longtemps. Cette même année pourtant, Anna Guldin, considérée comme la dernière sorcière d'Europe, est exécutée. Le chemin qu'elle a parcouru avant d'être décapitée est devenu un lieu de mémoire pour les habitants de Glaris, car c'est un personnage culte dans le canton. Anna Guldin stand doch aus, niederigem Armenhaus. Sie kam ins Glarnerland als Magd, ihr Leben war vertragt. Dans la petite ville de Molis, non loin de cette maison patricienne où Anna Guldin a aussi travaillé comme servante, une rue a été baptisée de son nom et on vient d'inaugurer un musée qui retrace sa vie et son supplice. Elle tenait la maison du docteur Tchoudi et s'occupait de ses enfants. Lui était un notable, médecin et homme politique. C'est lui qui a fait traduire en justice Anna. Il l'accusait d'avoir voulu envoûter et empoisonner un de ses enfants en lui faisant avaler des épingles et d'avoir pactisé avec le diable. Anna Guldin est torturée à 3 reprises. Elle finit par avouer, elle est condamnée à mort et décapitée. Mais une raison plus secrète aurait précipité sa chute. Elle aurait eu une relation avec son patron, le docteur Tchoudi. C'était un coup de Tchoudi, très clairement. Et pourquoi ? Si on avait appris qu'il avait eu un rapport avec elle, il aurait dû renoncer à tous ses mandats. Sa charge politique, ses titres, il aurait tout perdu. En plus du film, une pièce radiophonique et même un opéra ont traité du triste sort d'Anna Guldin. Sans compter bien sûr de nombreux livres. Le tout dernier, qui est un best-seller en Suisse allemande, porte un titre accusateur, le meurtre judiciaire d'Anna Guldin. La justice, qui doit assurer l'équité, a fait ici exactement l'inverse.
Elle a voulu avant tout faire taire Anna Göldi, l'éliminer. C'était ça le but du procès. Anna Göldi a été condamnée à mort parce qu'on voulait la réduire au silence. Pour écrire son livre, Walter Hauser a analysé tous les documents ayant trait au procès qui dormaient dans les archives de Glaris. Et c'est cette camionneuse qui l'a aidé. Car on peut être routière et généalogiste à la fois, comme Bernadette Grob-Hurtig. Son hobby lui a appris à déchiffrer les documents anciens. Elle a donc retranscrit pour Walter Hauser les 1000 pages de procès-verbaux du cas Anna Göldi, ce qui lui a quand même pris 3 ans. Pour moi, c'est de l'histoire suisse à l'état pur. Quand on lit ces documents, on voit que ça s'est réellement passé, que ce n'est pas un roman. Souvent, ce que je lisais me faisait dresser les cheveux sur la tête. L'époque est à la repentance. Les autorités présentent leurs excuses à tout va. Le cas d'Anna Göldi ne fait pas exception. Ainsi, le conseiller aux États glaronnais Fritz Schisser s'est fait le relais politique de ceux qui veulent une réhabilitation officielle d'Anna Göldi. Il a déposé une motion dans ce sens auprès du Grand Conseil de Glaris. On a utilisé la torture de façon très terrible. Et je pense que c'était vraiment un point noir dans l'histoire glaronnaise. Aujourd'hui, on accepte partout que Anna Göldi était innocente. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire le dernier pas. Le gouvernement de Glaris a une drôle de position. D'une part, il condamne le procès d'Anna Göldi. Le Conseil d'État est aussi de l'avis qu'il s'agit d'une erreur judiciaire et d'une forme de justice de classe. Mais ce même gouvernement qui parle d'erreur judiciaire refuse une réhabilitation officielle. Les motifs du refus, c'est d'une part qu'il n'y a plus de coupable aujourd'hui. D'autre part, le Conseil d'État considère qu'une réhabilitation serait un moyen trop facile et trop bon marché d'en finir avec cette histoire et de ne pas se pencher davantage sur la question. Qu'en pense la jeune génération? Nous l'avons demandé aux élèves de l'école secondaire de Molis qui ont tous visité le musée Anna Göldi. Le gouvernement actuel n'y est pour rien, ça s'est passé bien avant. Mais s'il s'excuse, ça serait au moins réglé une fois pour toutes. À l'époque, oui, c'était une faute. Mais s'excuser ne sert plus à rien. C'est trop tard. C'est possible qu'Anna Göldi ait été une sorcière. Mais comme je ne crois pas aux sorcières, je ne pense pas qu'elle ait été une sorcière. Anna Göldi a été jugée et condamnée par le tribunal de l'église réformée. Le docteur Tchoudi y comptait des appuis et un membre de sa famille. Aujourd'hui, l'église réformée de Glaris adopte une position similaire à celle du gouvernement. Elle contourne le problème en condamnant le procès sans vouloir réhabiliter officiellement la victime. Le synode a déjà dit que ce procès était une erreur judiciaire. Nous avons aussi exprimé nos regrets que des représentants de l'Église réformée aient prononcé ce jugement. Le synode a décidé aussi de mettre à disposition 10 000 francs pour la création d'un fonds Anna Göldi et d'accepter ainsi sa responsabilité morale. Il s'appelle Lo Giudice, ce qui veut dire le juge en italien, un nom prédestiné pour s'occuper d'Anna Göldi. C'est lui qui a peint Anna Göldi à sa manière, en retravaillant l'image de l'actrice du film avec de la cire, sa marque de fabrique. De mère suisse-allemande et de père sicilien, Patrick Lo Giudice a aussi réalisé plusieurs travaux sur le thème de la mafia. Toute une pièce de son atelier de Glaris y est d'ailleurs consacrée. Voit-il des points communs entre la mafia et l'histoire d'Anna Göldi? Des parallèles, il y en a toujours. Dans ce cas aussi, il y avait une forme de mafia qui a instrumentalisé une femme pour sauvegarder les intérêts de ce docteur Tchoudi. Et on peut dire que c'était des méthodes de mafieux.
Clarisse, mondialement connue pour sa sorcière, sera-t-il aussi célèbre pour la première réhabilitation officielle d'une sorcière? Le Grand Conseil devait se prononcer le 24 octobre, mais il a repoussé sa décision à une date ultérieure. Le 24 octobre, c'était aussi le jour de naissance d'Anna Göldi. Simple coïncidence ou sorcellerie? Les sorcières de notre classe. Dans notre classe, les sorcières ont toutes des apparences facilement reconnaissables. Par exemple, elles possèdent soit un chapeau, un balai magique, une baguette ou des super-pouvoirs. Dans la fiction, tu as certainement déjà croisé plein de sorcières. Par exemple, dans ton enfance, on t'a certainement raconté les aventures de Cornebidouille. Plus tard, tu as pu faire la connaissance de la sorcière Camomille. Et aujourd'hui, tu peux encore lire les histoires de Mélusine. Une des plus vieilles sorcières de fiction connues encore aujourd'hui est évidemment la sorcière représentée par les frères Grimm dans leur conte Schneewittchen en 1812. Elle a été par la suite illustrée dans le film Blanche-Neige de Walt Disney. Dans Merlin l'Enchanteur, toujours dans l'univers de Disney, on rencontre Madame Mime. Cette magicienne utilise la magie noire pour se métamorphoser. Dans les années 1950, J.R.R. Tolkien imagine un monde fantastique dans lequel apparaît la sorcière elfique Galadriel. On parle ici du monde du Seigneur des Anneaux. Jusqu'ici, les sorcières n'étaient pas montrées sous un jour très positif. Elles inspiraient souvent le dégoût et la peur. C'était sans compter sur l'arrivée de la série télévisée Ma sorcière bien-aimée dans les années 1960, qui raconte de façon humoristique le quotidien d'une sorcière, Samantha, ayant épousé un mortel. On la voit sur l'image utiliser ses pouvoirs magiques. Par la suite, les sorcières se montrent partout sous un bien meilleur jour. Dans les années 1990, Mathilda est l'une des premières petites filles sorcières et bienveillantes. Elle est suivie dans les années 2000 par une énorme quantité de séries et de films traitant de sorcières. Par exemple, Sabrina, l'apprentie sorcière, ici avec son chat Salem. Cette série a été adaptée durant des années pour la télévision, si bien qu'encore aujourd'hui, une série Netflix en raconte les aventures. Grande série des années 2000, Charmed raconte l'histoire de 3 jolies sœurs sorcières ayant des pouvoirs magiques qu'elles utilisent afin de vaincre des démons. Dans les mêmes années, même style de série, Buffy contre les vampires rencontre un gros succès. Le but de la jeune femme est de chasser et de vaincre les vampires. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de sorcières sans mentionner Hermione Granger et le monde de Harry Potter, le plus grand succès du monde des sorciers entre les années 90 et 2010. Ici, les sorcières peuvent être gentilles ou méchantes, tout dépend de leur personnalité. À la fin des années 2000, Pirates des Caraïbes nous présente un autre genre de sorcière, Tia Dalma. Dans les années 2010, la série américaine Once Upon a Time reprend les contes de fées célèbres et les adapte pour les biens de la série. C'est là que nous découvrons la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz, parfois méchante et sans pitié, parfois humaine et sensible. Enfin, en 2014, Disney reprend l'une de ses sorcières les plus malfaisantes et la présente sous un autre angle. Il s'agit ici de la méchante sorcière de La Belle au bois dormant, connue pour sa cruauté et ses puissants pouvoirs. À l'origine, cette très méchante sorcière est opposée aux bonnes fées dans le conte de Charles Perrault. Il ne la cite pas comme telle, mais c'était la fée Carabosse. Aujourd'hui, on la reconnaît comme la célèbre magicienne maléfique.